31 mars 2026. Ici s'ouvre le dernier numéro de votre émission Bonjour le Bénin, bien entendu, pour le compte de ce mois de mars. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour le clôturer en beauté. Au menu ce matin, actualité politique. La campagne électorale avance à grands pas. Dans la mouvance présidentielle, les grandes priorités se précisent entre continuité, ambition et nouvelles orientations. Nous allons décrypter ce que cela représente pour le pays et signifie pour les citoyens. Nous évoquerons également un sujet de mémoire et de justice historique. Le Bénin, co-sponsor de la résolution adoptée à l'ONU sur la traite négrière transatlantique, n'a pas été physiquement présent lors du vote 25 mars dernier, mais a marqué son engagement pour reconnaître ce crime comme l'un des plus graves contre l'humanité. Nous verrons ce que cela implique comme démarche pour le devoir de mémoire et la reconnaissance des souffrances passées. Et puis, dans Réussite, nous irons à la rencontre d'une femme qui fait rayonner l'identité culturelle à travers la mode. Elle n'est pas seulement une femme, une affaire de styliste, mais aussi un vecteur d'expression, d'histoire et de fierté pour la nation. Juliette Bocor est créatrice de mode et avec elle, nous allons explorer le lien entre patrimoine, esthétique et performance. Ce sera bien sûr dans Réussite avec Ghislaine Adimi. Mais d'abord, place au bulletin d'information. C'est tout de suite avec Génial Afouda, Monsieur Agboka. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Actualité politique pour ouvrir ce bulletin. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, affine sa stratégie. Il mise surtout sur des actions de proximité, aller au contact direct des populations, écouter, convaincre, mais surtout rassurer. Une stratégie de terrain qui s'appuie sur des coordinations actives et bien implantées. Je vous invite à suivre ici deux coordinations différentes du parti FCBE. Elles sont au micro de Nestor Sela et Karamatou Agbataou. La FCBE, à travers son candidat, son duo, Paul Humpé Onhuanou Rock, prend part à ces élections. Nous prenons donc part à ces élections en ayant l'assurance que nous allons gagner au soir du 12 avril. Nous avons fait connaître notre projet de société dont tout se fonde sur l'homme, sur les citoyens béninois. C'est pourquoi, en matière d'éducation, nous allons faire beaucoup plus de réformes, surtout dans l'enseignement technique. C'est à ça que nous allons donner beaucoup plus de force. Et sur le plan agriculture, nous allons de la mécanisation à la modernisation des outils agricoles. Sur le plan politique, nous allons organiser un référendum où nous ferons appel à toutes les forces vives de la nation pour qu'on réfléchisse ensemble sur les lois qui handicapent. Nous ferons en sorte que tous les exilés politiques reviennent pour qu'ensemble on construise notre pays. Nous devons aller tout doucement, en ayant l'assurance qu'au soir du 12 avril prochain, nous allons surprendre. Notre candidat, notre duo, a lancé officiellement les campagnes. Je peux vous dire, avec la présentation de notre projet de société, nous comptons bien sur les citoyens béninois que notre candidat sera le gagnant. Nous nous sommes organisés dans la 21e circonscription électorale pour que, au niveau de chaque arrondissement, nous puissions réunir nos militants, nos sympathisants pour leur parler du projet de société de notre duo. Et les campagnes de proximité vont commencer au niveau de chaque quartier, de chaque ménage. Donc c'est notre stratégie pour cette fois-ci et nous pensons bien qu'avec ce projet de société, nous allons gagner. Nous voulons que tous ceux-là qui sont exilés politiques reviennent à la maison. Ceux-là qui sont des prisonniers politiques sortent. La liberté importe beaucoup pour chacun.
Les autres priorités, vous savez, quand nous prenons la dialyse, ceux qui sont dialysés, et vous savez ce que ça coûte aujourd'hui. Donc, dans notre projet de société, si nous prenons le pouvoir, on va subventionner ce mal. Vous le savez, aux côtés de chaque candidat, il y a des colistiers. Aux côtés de Paul Rompouet et Julie Calroc, Rouanou ne fait pas dans la nuance. À chaque prise de parole sur le terrain, il frappe fort et assume un discours frontal contre la mouvance. Journaliste de formation aujourd'hui, figure montante de l'opposition, l'homme s'impose comme l'un des visages marquants de cette campagne. Rebecca Kenja-Ondé, Edouard Rombo. Qui ont organisé le TOFA. C'est eux-mêmes qui ont annoncé au peuple que sa vie n'allait sien roux à la rasa. Un discours offensif, direct, sans détour. Judy Calroc-Rouanou enchaîne les piques. Pas de demi-mesure. L'homme ne livre pas un match amical contre la mouvance, mais bien un véritable combat politique. Ils ont dit que désormais, pendant 7 ans, ils vont régner. Mais sur les 7 ans, pendant 6 ans, nous n'allons plus parler. Pourtant, on dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Mais on va nous priver de Dieu pendant 6 ans. Et nous, on vient vous dire que jamais cette constitution ne pourra être mise en vigueur ou ne pourra continuer au Bénin si vous votez pour nous. C'est l'ultime combat et les vrais opposants du Bénin ont compris. Mais Roch-Rouanou a-t-il toujours été un opposant? A-t-il toujours évolué dans l'arène politique? On va remplacer les ceintures par des fils de fer si jamais nous faisons... Celui qui est aujourd'hui le colistier de Paul Rompouet est décrit comme un homme de plume et de conviction, une voix respectée dans le paysage médiatique béninois, reconnu pour sa rigueur, son franc-parler et sa constance dans l'analyse. Roch-Rouanou, au-delà du fait qu'il est un professionnel des médias, c'est un homme très discret, très humble et très efficace dans son travail en matière de communication. C'est un personnage atypique parce que généralement, il n'aime pas les projecteurs. Il reste hors des projecteurs et il travaille pour que les autres puissent quand même être mis en lumière. Membre du bureau politique de la FCBE, il officie également comme consultant média au sein du parti. En octobre 2025, il est désigné colistier du principal candidat de l'opposition. Nous savons que nous allons gagner partout. Et Kouyabe doit être premier de ces partout-là que nous allons gagner. Désormais bras droit de Paul Rompouet, Roch-Rouanou s'impose comme une figure politique en pleine ascension. À chacune de ses prises de parole durant cette campagne électorale, le message est clair, structuré et sans ambiguïté. Pour lui, il est hors de question de laisser la mouvance présidentielle conserver le pouvoir à l'issue du scrutin du 12 avril prochain. Toujours de la campagne électorale, après la Takora, le duo Wadaï Talata a mis le cap sur le département de la Donga. À Basila, Romuald Wadaï et Mariam Talata sont allés à la rencontre des populations. Entre proximité, promesses et mobilisation, voici les échos avec nos envoyés spéciaux Rahmatoulaye Wani et Fallon Kisezounon. À ce stade de Basila, le duo de la mouvance mise sur un modèle de prospérité fondé sur le potentiel touristique et économique de la région. Ici, le candidat Romuald Wadaï promet un développement qui va s'appuyer sur les richesses naturelles de Basila. Et au nombre de celles-ci, les monts Warimaro et Koufé. C'est une zone très grande que nous allons transformer en parc naturel, en parc national et désormais même en parc international. Ça veut dire que le programme pour rapporter plus d'eau, plus d'électricité, plus de centres de santé, ces programmes vont s'accélérer. Parce que nous devons aller vite et mettre en place tout ce qu'il faut comme infrastructure fondamentale pour que les touristes,
les visiteurs qui viennent chez nous puissent se sentir bien. Allez Joe est là, je vois. Les visiteurs qui viendront visiter Warimaro iront également voir les chutes d'Aléjo. Et la route pour y accéder sera sécurisée. Et l'agriculture est également au cœur de nos projets de société. Et dans ce projet pour Basila, le sport y trouve aussi sa place. Il y a quelque chose ici à Basila avec le foot. Il y a beaucoup de talents du football qui viennent de Basila. Et surtout au niveau du foot féminin, il y en a énormément qui viennent de Basila. Je ne sais pas si c'est la qualité de l'igname pilé d'ici, mais il y a quelque chose. Alors nous on dit, ok, on va remercier le ciel de nous avoir donné ça et pousser pour en faire quelque chose de fort pour Basila, quelque chose de fort pour la Tonga. Que tout le monde se lève, que tout le monde aille voter massivement. L'enjeu est de taille. Il est question du développement de nos localités. Votez pour tout ce qu'on a promis à Basila. Le vote d'aujourd'hui n'est pas un vote politique, c'est un vote de développement. On vote pour les routes qu'on n'a pas. On vote pour l'électricité qu'on attend. On vote pour l'eau. À Basila, c'est donc une vision globale du développement qui se dessine. Entre tourisme, agriculture, culture et inclusion économique, la commune pourrait bien devenir un pôle de croissance porté par ses propres richesses. Direction Djougou, où le duo Wadayin Talata a poursuivi son offensive sur le terrain avec, vous allez le voir, une forte mobilisation militante. Le point de l'ambiance de cette étape de la tournée électorale avec Lénaïque Agbazaou et Bernard Djobri. Ici, au stade Achoukouma de Djougou, Romuald Wadayin dit être en famille. Et la mobilisation impressionnante en est bien illustrative. Le meeting est ponctué de témoignages de natifs de la cité d'Ekpetoni, proches collaborateurs du ministre d'État, candidat à la présidentielle. Djougou, ville Carrefour. Romuald Wadayin expose son ambition pour la commune après un hommage rendu à son aîné, Abdoulaye Biochani. L'ambiance est décontractée. Romuald Wadayin est baptisé par les Djougouas Ryan, la porte du paradis. En chœur, les femmes de Djougou ont entonné l'hymne de la victoire du duo Wadayin Talata, expression de promesse de vote. Des artistes chanteurs se sont groupés pour chanter et inciter les Béninois à voter pour le candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadayin. C'est un album qu'ils ont réalisé, un album actuellement en promotion. Ghislain Pouguet et Jean Nombimé. Ce morceau que vous entendez, c'est une œuvre du mouvement Gros. Le mouvement Gros est un mouvement d'amis réunis pour accompagner le candidat Wadayin et Talata, sa colistière. Nous avons décidé ensemble, un petit groupe de jeunes, qui ont envie d'accompagner ce projet, qui est un projet dynamique, qui est un projet qui valorise la jeunesse. Ce que moi j'ai entendu dans ce projet, c'est jeunesse, c'est innovation, c'est ensemble. Tous ces mots-là me portent. Et on s'est mis ensemble vraiment pour pouvoir accompagner. On a fait venir des artistes qui eux aussi ont demandé à accompagner le candidat. Une vingtaine d'artistes chanteurs et d'influenceurs qui veulent prendre sa part de responsabilité dans le débat politique aux côtés de Romuald Wadayin. C'est juste une jeunesse qui est en train de prendre le pouvoir et qui va démontrer à travers Romuald Wadayin que la jeunesse, qu'on peut lui faire confiance, que la jeunesse est capable, que la jeunesse a de la qualité, la jeunesse béninoise. Et c'est le fer de lance aujourd'hui de Romuald Wadayin. Des chants et des messages à l'endroit de la jeunesse, de la femme, des différentes couches de la société béninoise pour que le 12 avril,
le choix soit porté sur le duo Wadayi-Talata. Et si vous n'avez pas encore votre carte VIP ou encore votre carte C'est moi, une carte utile pour aller voter, eh bien, une initiative portée par des Béninois vous donne l'occasion d'avoir accès à ces documents. Il s'agit de l'opération « Je suis un citoyen béninois ». Elle est en cours dans plusieurs communes du Bénin. Les détails, ce sera avec Ayane Da Silva. On regarde. Avoir un document d'état civil à portée de main, c'est bien plus qu'un simple droit. Françoise en est désormais bénéficiaire. Elle fait partie des plus de 10 000 personnes ayant obtenu leur pièce grâce à l'opération « Je suis citoyen béninois ». Grâce à ma carte C'est moi, je peux circuler librement et faire mes devoirs civiques en tant que citoyen béninoise. L'opération Je suis citoyen béninois est une initiative portée par un groupe de patriotes. Elle vise à faciliter l'accès des populations aux documents administratifs, notamment la carte CIP et la carte C'est moi, utiles pour accéder aux services de base et pour exprimer son vote. Lancée il y a quelques mois, l'opération a déjà permis de toucher plusieurs communes, dont Bopa, Zé, Soava, Lokossa, Ndali et Perere. Je loue l'initiative parce qu'elle a en même temps un caractère social et participe aussi au taux de participation record que nous souhaitons avoir. Je m'engage à être à leur côté. Tout mon accompagnement est total. L'opération Je suis citoyen béninois s'inscrit dans une dynamique de renforcement de l'inclusion sociale en contribuant à bâtir une société plus juste où chaque individu est reconnu et pris en compte. Au Bénin, la mer, les lagunes et les lacs représentent un potentiel économique encore largement sous-exploité. Un nouvel ouvrage s'intéresse à cette richesse naturelle et met en lumière les opportunités qu'offre l'économie bleue pour soutenir une croissance durable. Le livre Économie bleue au Bénin, potentialité, fondements et perspectives d'une décennie de croissance bleue durable a été officiellement présenté. Compte rendu avec Marcel Arossi, Edmond Mbo. Si l'avenir économique du Bénin se dessinait aussi en bleu, mer, lagunes, lacs, un potentiel encore largement sous-exploité, mais porteur d'espoir pour une croissance durable. C'est autour de cet enjeu que s'articule l'ouvrage Économie bleue au Bénin, potentialité, fondements et perspectives d'une décennie de croissance bleue durable. Une démarche qui vise à susciter la réflexion et encourager une meilleure valorisation des ressources maritimes et lagunaires dans une dynamique de croissance respectueuse de l'environnement. Le premier objectif de ce livre, c'est de maritimiser les esprits. Nous devons savoir au Bénin que nous sommes un pays côtier. Et systématiquement, l'offre de formation doit refléter ce profil que nous avons. Donc nous avons besoin de doter notre pays de lycées maritimes, mais aussi des curricula de formation dans les métiers de la mer et du littoral au niveau supérieur, pour former des gens qui vont travailler sur les bateaux, mais aussi qui vont travailler dans tous les métiers de la mer et du littoral. Parce que s'il n'y a pas les expertises au niveau local, on ne peut pas développer durablement un secteur. À travers cet ouvrage, chercheurs et décideurs sont invités à porter un regard nouveau sur le potentiel des ressources aquatiques. Ce concept-là, il est totalement nouveau, mais il n'a encore jamais été mis en œuvre ici. Il n'est pas compris. Et la meilleure façon de faire comprendre ce concept-là à la majeure partie de nos populations, c'est justement de rédiger un livre. Plus il y a de Béninois qui comprennent ce concept-là, mieux ce concept pourra se développer pour le développement économique de notre pays. Un appel à la sensibilisation, mais aussi à l'action. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Jennifer, c'est à vous. Merci à vous, Génial Afouda, Monsi Agboka. À demain donc, toujours avec le même plaisir. Je vous raccompagne et j'installe notre tout prochain plateau, Instant Politique.
La présidentielle se rapproche à grands pas et avec elle, les projets de société se précisent. Sur le terrain, les messages s'intensifient, les ambitions s'affichent et dans la mouvance, le mot d'ordre est assumé, aller plus loin ensemble. Mais derrière ce slogan, quelle réalité, continuité du programme d'action du gouvernement en cours ou plutôt changement de la trajectoire? C'est ce que nous allons comprendre ce matin avec notre invité Irénée Agossa. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous êtes le porte-parole du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous sommes déjà quelques jours que la campagne a démarré. D'entrée, comment ça se passe sur le terrain, la mobilisation? La campagne se déroule très bien, et comme prévu d'ailleurs, il faut remercier toutes les structures et toutes les institutions qui sont engagées dans cette campagne. Parce que comme tout le monde le constate, ça se passe dans la paix, dans la concorde et dans la sécurité. C'est ça qui est important. Donc tout se passe bien. De notre côté, le candidat a son programme. Donc il rencontre les populations, il expose bien sûr le projet qu'il porte à ces populations. Maintenant, le candidat ne peut pas être partout, il ne peut pas se dupliquer. Donc les communes dans lesquelles le candidat n'est pas présent, alors les partis politiques soutenant l'action du gouvernement et soutenant bien sûr la candidature, portant bien sûr la candidature de Romia Wadayi, sont présents et rencontrent les populations, informent les populations, en attendant d'ailleurs que le président ne soit disponible peut-être après, et si les populations leur accordent leur confiance, qu'ils ne reviennent dans ces zones qu'il n'a pas pu parcourir. Est-ce qu'on sent quand même un certain engouement, un accompagnement, un intérêt sur le terrain? On sent bien sûr un engouement, un accompagnement, d'autant plus que quand nous allons sur le terrain, et même quand il s'agit du lundi, du mardi, etc., les populations sont intéressées parce que les populations ont des problèmes. Les populations veulent savoir ce que nous proposons par rapport aux besoins exprimés. Les populations ne sont pas du tout indifférentes à ce qui se passe. N'oubliez pas, c'est une campagne présidentielle et c'est un mandat de 7 ans. Les populations savent et sont même mieux informées que nous. D'entrée, le projet de société qui arrive à les emballer, à les convaincre. On présente Romuald Wadayi, le candidat de la mouvance présidentielle, comme étant le dauphin. En quoi ce projet de société s'émancipe-t-il du PAG auquel nous faisons face actuellement? Oui, le projet de société de notre candidat, Romuald Wadayi, est basé sur des piliers importants, c'est-à-dire que ce qui avait été fait, les acquis sont maintenus. Donc, la suite est importante. Donc, le projet de société va plus loin. Il va plus loin en permettant, bien sûr, à ce que nous puissions maintenir ces acquis, moderniser et nous projeter plus dans l'avenir. De façon concrète, quelles sont peut-être les actions sur lesquelles, les axes sur lesquels agir peut-être? La particularité ici, c'est clair, c'est que le projet de société du candidat Wadayi est fondé sur la territorialisation, bien sûr, du développement. Une fois que le gouvernement du président Talon, durant près de 10 ans, a pu révéler le Bénin dans tous les domaines, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan touristique, etc., sur le plan même administratif, sur le plan politique, avec la stabilité que nous avons aujourd'hui et qui nous a conduit à une croissance forte et soutenue. Le projet de société du président et du candidat Wadayi va plus loin en disant ceci: il faut désormais maintenir cette croissance et faire en sorte que tous les facteurs, qu'ils soient les facteurs humains, les facteurs économiques, les facteurs sociaux et autres, qui empêchent d'étendre le filet social sur l'ensemble de la couche sociale, que ces facteurs soient maîtrisés. Et si ces facteurs sont maîtrisés, alors on va pouvoir étendre ce filet social. Et l'un des facteurs principaux qu'il faut maîtriser ici, c'est l'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté doit être éradiquée.
Donc, pour éradiquer cette extrême pauvreté, il faut mettre l'accent désormais sur l'effort qu'il faut fournir pour maintenir cette croissance. Ensuite, maintenir la stabilité que nous avons eue sur le plan politique, nous l'avons déjà, et maintenir bien sûr les efforts que nous devons faire sur le plan du capital humain et maintenant adapter une méthode qui cadre avec ceci. La méthode, comme je vous l'ai dit, c'est la territorialisation, bien sûr, du développement. Territorialiser le développement. Donc, une territorialisation qui va plus loin que ce qui nous a été proposé. Oui, pour le faire, parce que pour aller plus loin, vous comprenez qu'il faut quelqu'un qui conduise, bien sûr, l'équipe, et celui-là doit maîtriser les virages que nous aurons sur la voie. Et nous l'avons bien choisi puisqu'il connaît le système, il connaît ce qui se passe, il sait le niveau de la dette intérieure, il sait le niveau de la dette extérieure, il sait comment maîtriser les chocs internes, les chocs externes sur notre économie. Donc, et lui, il a été choisi pour que nous puissions aller à la vitesse qu'il faut pour que nous ne soyons pas dans des difficultés. Donc, il a dit et il a précisé le facteur important aujourd'hui, c'est de lutter contre l'extrême pauvreté. Et la territorialisation du développement fait en sorte que nous ne soyons pas du tout dans l'extension d'un pouvoir administratif. Ce n'est pas ça. C'est une approche écosystémique qui permet, bien sûr, d'adapter la politique, c'est-à-dire l'action politique, aux spécificités de chaque zone, de chaque région. Et justement, donc, ces spécificités sont sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan touristique, sur le plan sportif, etc. Donc, chaque zone va pouvoir développer ses capacités, ses ressources liées à la spécificité de chaque zone. Nous aurons alors 6 zones dans le pays. La Takoa, le Borgou, le Zou, nous avons le Mono, l'Atlantique, et ensuite nous aurons, si ça ne m'échappe pas, des anciens départements. Absolument, mais on se demande justement si cette subdivision en six zones, comme vous le dites, ne vient pas un peu chambouler tout ce qu'on a connu. Est-ce que c'est purement économique ou est-ce que ce sera également administratif? Non, c'est purement économique, je vous l'ai dit. C'est des pôles, bien sûr, économiques. Et ici, ça n'a rien à voir, bien sûr, avec les préfectures et autres, les communes. Non. Ici, c'est des pôles économiques, des régions qui vont pouvoir s'occuper, bien sûr, du développement, des spécificités, des moyens, des ressources que dispose chaque région. Donc, il ne s'agira plus d'improviser dans chaque région. Non, il s'agira de tenir compte, bien sûr, de ces ressources. Et ces ressources, nous allons tenir compte de ça, c'est-à-dire le prochain gouvernement, si nous sommes élus, dirigés par le président que nous souhaitons bien sûr, et nous voulons que les gens votent pour lui, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes sur le terrain, le président Wadayi, son gouvernement alors va pouvoir axer cette territorialisation sur 4 axes importants. L'axe de l'agriculture, l'axe bien sûr de l'industrialisation, l'axe du tourisme et l'axe de la modernisation, c'est de l'innovation. L'innovation, il s'agit bien sûr du digital et du numérique. Et permettre à ce que nos jeunes puissent se déployer sur le terrain digital et permettre à ce que nous ayons une fluidité du service dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et est-ce qu'il n'y a pas plutôt, M. Agossa, un risque, je dirais, d'écart entre les régions, parce qu'il y en a qui sont peut-être plus riches que d'autres. Je prends un exemple, les régions qui ont le coton, les régions qui ont le porc. Comment est-ce que vous garantissez qu'il n'y aura pas d'écart? Aucune région ne pourra en un seul se satisfaire. Aucune région. Vous parlez de région de coton. Si cette région a une forte potentialité en coton, et qui a une capacité industrielle, etc., cette région n'est pas une région côtière. Donc cette région ne pourra pas, bien sûr, apporter l'exportation et tout le service qui suit le coton. Ce n'est pas seulement cette région qui va produire. Il y a les infrastructures routières, les infrastructures des services qui sont mis en place et qui permettent, bien sûr, à l'ensemble de fonctionner. Donc l'ensemble serait coordonné par une équipe gouvernementale qui permette à ce que l'équilibre soit maintenu. Donc,
toute région aura ses spécificités, mais l'ensemble serait coordonné par l'action gouvernementale de manière à ce que chaque région puisse se compléter. Chaque région puisse se compléter et maintenir ici l'objectif capital, c'est-à-dire la forte croissance que nous avons connue dans un équilibre et faire en sorte que les grands projets qui doivent pouvoir soutenir le capital humain soient engagés. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc cela se fera dans le sens, bien sûr, comme nous l'avons dit, de l'éradication, bien sûr, de l'extrême pauvreté, mais aussi apporter dans chaque domaine. Le domaine de la santé, par exemple, en créant, bien sûr, le CHIP, c'est-à-dire ce centre hospitalier international de Parakou. Donc, en mettant en place des infrastructures routières pour accélérer encore les échanges entre les autres pays, les autres zones, les zones entre elles. Donc, c'est important. Et ce service qui serait mis en place va équilibrer l'ensemble. Équilibrer l'ensemble de manière à ce que nous soyons dans une stabilité et conduire, bien sûr, l'action de l'homme au sein de la production nationale et nous allons poursuivre l'action qui a été menée jusque-là pour que notre pays soit encore mieux révélé. Et justement, par rapport à ce projet à Kandi, le candidat a parlé de transformer le métier de paysan en premier métier attractif. Est-ce qu'il y a une mesure phare pour que le jeune qui sort d'université aille plutôt vers la terre, contrairement à ce dont on a l'habitude peut-être aller vers Cotonou? Au-delà même du métier du paysan, je dirais que toute activité rurale serait désormais professionnalisée. Toute activité rurale serait professionnalisée, en particulier, bien sûr, l'activité agricole. De façon concrète. De façon concrète, d'autant plus que si le rendement de la production par hectare augmente, puisque ça serait fondé sur ça, puisque l'action serait fondée sur ce que produisent les paysans, les agriculteurs. Donc, le rendement qui a augmenté permet bien sûr à ce que l'État puisse utiliser une partie de ce rendement pour permettre à ce que le paysan soit salarié et qu'il puisse désormais lui-même compter sur une retraite et qu'il ne compte pas sur des enfants qui vont naître et qui vont pouvoir le soutenir à la fin de sa vie. Non, donc cette vision de professionnaliser l'action depuis bien sûr le rendement de son activité et la vision nouvelle qui consiste bien sûr à prendre l'essai qu'il a produit et épargner cela, lui permettre d'avoir un petit salaire et lui permettre d'avoir quelque chose qui le rassure pour ses retraites. Ensuite, l'accompagnement bien sûr sanitaire qui fera que ce paysan déjà dans sa zone avec les hôpitaux qui sont équipés ne pourra plus alors être soumis à des tracasseries en ce qui concerne les soins d'urgence, ni pour lui, ni pour ses enfants. Donc, ce producteur agricole qui est là désormais, puisque ça serait un producteur agricole qui serait là désormais, n'aura plus envie de voir seulement ses enfants aller à Cotonou, aller dans les centres-villes pour aller chercher quoi que ce soit. Parce que chez lui, il a la possibilité. Et n'oublions pas que la modernisation, l'innovation serait aussi insérée dans les régions. Donc, cette possibilité pour que il ait le contact facile dans le service est disponible dans la zone. C'est pourquoi la territorialisation du développement est capitale pour le projet de société et de notre candidat. Justement, vous commenciez à parler de santé. Il y a cette réforme majeure en santé. Vous proposez le paiement différé des urgences vitales. Je dirais que c'est une excellente nouvelle. Tout le monde a applaudi un peu. Mais comment l'État va-t-il, je dirais, supporter ce risque financier sans pour autant perturber l'équilibre des hôpitaux? N'oubliez pas que nous avons aujourd'hui comme candidat celui qui a été ministre des Finances durant près de 10 ans. Il connaît là où nous en sommes en ce qui concerne les ressources. Et aujourd'hui, les Béninois peuvent être fiers. L'effort qui a été fourni durant 10 ans a permis que nous soyons dans une croissance soutenue. Et il est temps que certains problèmes soient réglés. C'est le moment que tout Béninois puisse jouir un peu de ces efforts. C'est-à-dire que cette croissance permet aujourd'hui de pouvoir régler ce minimum sans pouvoir handicaper
la solidité de notre système économique. Nous avons maintenu avec ces stabilités politiques l'attractivité de notre économie. Cela est indispensable parce que les efforts vont continuer. Mais cette fois-ci, il faut dégeler un peu la chose en permettant aux populations qui, dans l'effort permanent, nous ont permis au gouvernement d'atteindre ce niveau. Donc, en urgence, ceux qui meurent parce que juste, il fallait remplir les formalités, il fallait demander de l'argent, etc. En urgence, il faut que cela, bien sûr, soit pris en compte sans que cela n'ait d'impact sur l'état de notre croissance aujourd'hui. Et cela est rassuré par l'argentier actuel qui, probablement, serait pour nous le prochain président. Donc, c'est une certitude en ce qui concerne le domaine de la santé. Le projet promet aussi au moins une industrie par région. Est-ce qu'il y a un levier fiscal ou incitatif que le candidat compte peut-être utiliser pour pousser les investisseurs privés à s'installer hors de la zone industrielle de Glou? L'attractivité du pays serait fondée, bien sûr, sur notre capacité aujourd'hui d'accueillir dans les zones. Donc, il sera, bien sûr, encore plus intéressant que l'accessibilité de l'énergie soit là. Dans les zones que nous allons multiplier, les zones comme Glodjibé, qui seront multipliées un peu partout, ces zones vont permettre à ce que les industries puissent s'installer plus facilement et dans des conditions plus indiquées. Et ceci en tenant bien sûr compte de la spécificité maintenant de chaque zone. Donc les industries seront installées confortablement à leur rentabilité. Parce qu'une fois que chaque industrie est installée dans une zone où potentiellement il y a la matière première, et si c'est une industrie, bien sûr, touristique, et que la matière première touristique existe, il n'y a pas de problème. Il faut vendre cette capacité de notre région, de cette région de développement, pour pouvoir continuer à attirer et en essayant, bien sûr, de maintenir les piliers importants qui feront que les gens continueront toujours à avoir confiance en nous. La stabilité politique, la stabilité économique, la sécurité dans notre pays, la garantie, bien sûr, de notre scienture. Donc, et que dès que on respecte plus la scienture béninoise, la scienture de l'État béninois, avec ce que nous avons aujourd'hui comme image, il n'y a aucune inquiétude que nous n'attirons pas encore plus les investisseurs. Et autre point important également, vous commenciez à en parler, la digitalisation qui occupe, je dirais, une place de choix dans votre projet de société, dans le projet de société en tout cas du candidat de la mouvance. On se demande par endroit si ce n'est pas un peu prématuré parce que nous avons quand même quelques défis. Je peux citer le défi de l'électricité rurale par exemple qui reste. Ce défi serait relevé, bien sûr, par les énergies renouvelables, qui sont, bien sûr, programmées par zone. Et le fait que les zones industrielles vont être situées, sont situées déjà. Donc, il y a une possibilité déjà de mettre l'accent sur l'énergie dans ces zones qui est bien sûr bien différente des énergies au niveau des ménages. Donc, ce câblage qui se fait maintenant et qui différencie bien sûr la quantité d'énergie dont on a besoin dans ces zones qui est disponible à tout moment et fait que nous aurons toujours la capacité de mettre en place des zones pouvant permettre aux populations de jouir de cette digitalisation. Et l'électrification rurale se maintient. Les efforts vont se maintenir. Et ça, c'est dans toutes les zones, Et l'État va pouvoir apporter ses moyens pour que ça tienne. On ne va pas arrêter. Il n'y a pas que l'électrification, il y a l'eau, il y a tout, il y a les écoles, il y a tout. Il y a bien sûr la manière dont il faut spécifier désormais les besoins de la zone par rapport au type de formation qu'il faut donner dans cette zone. Donc, la quantification de l'énergie qu'il faut serait fait. Rien ne se ferait désormais au hasard. On pourra apporter plus d'énergie dans les zones, etc. Câblé parce que, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une zone de forte industrialisation, de transformation, avec de grandes usines. La quantité d'énergie dont on a besoin dans cette zone, elle est totalement différente d'une zone où nous avons plus de disponibilité touristique.
disponibilité touristique. Et cela doit être fait et c'est en train d'être fait déjà. Donc, c'est une suite qui va continuer et c'est pourquoi le candidat a été clair, il faut aller plus loin. Là où nous en sommes aujourd'hui, nous avons déjà les piliers, nous avons les fondamentaux, donc il faut aller plus loin avec une vitesse modérée, gérée par quelqu'un qui connaît déjà tout ce qu'il nous faut pour qu'on n'aille pas dans un décor. Merci beaucoup, M. Irénée Agossa. Nous sommes au terme de cet entretien. Un mot de fin, peut-être? Oui, il faut que les gens croient en nous. Surtout les jeunes, ils n'ont pas autre moyen que de croire en nous parce que nous avons les résultats. On ne parle pas dans le vide. Il y a les résultats. Donc, aller plus loin, c'est clair. On ira plus loin sur la base de ce que nous avons mis en place déjà avec l'aide et le soutien et la vision du président. Le président réformateur, du président Patrice Talon, qui a permis, bien sûr, de mettre en place un système de transmission générationnelle en ce qui concerne le développement de notre pays. Donc, tout le monde doit pouvoir être sûr, surtout les jeunes, ils doivent être sûrs. Et quoi? Il ne faut jamais renoncer à son droit de vote. Ne pas voter, ne veut pas dire que tu exprimes une opinion. C'est faux. C'est un renoncement. Et un renoncement est antidémocratique. Et je souhaite que tout le monde, dans la joie, comme ça se fait maintenant, qu'on aille, bien sûr, écouter les candidats et surtout aller écouter notre candidat. On l'aura compris, M. Irénée Agossa, je rappelle que vous êtes le porte-parole du parti Union progressiste Le Renouveau. Avec vous, il était question de revoir les grandes priorités pour la mouvance en cette période de campagne électorale. On prend congé de vous. Mesdames, Messieurs, le même exercice se fera demain avec le principal parti d'opposition en lice, la Force Cori pour un Bénin émergent. Prenez donc le rendez-vous. À présent, on marque une courte pause et on revient pour suivre cette émission. Comment consommer de façon sûre les fruits et légumes? Avant de manger des fruits ou des légumes crus, assure-toi de bien les laver avec de l'eau propre et un désinfectant comme Aquatab. Cela t'aidera à éliminer les impuretés et les microbes pour protéger ta santé et celle de ta famille. Bien laver tes fruits et légumes, c'est le premier pas pour les consommer en toute sécurité et éviter les maladies. Les fruits comme les bananes et les tomates se conservent à température ambiante. Bien conserver tes fruits et légumes, c'est garantir leur qualité et leur saveur. Consommer des fruits et légumes crus ou cuits, c'est une excellente habitude pour ta santé. Mais attention à la cuisson. Ne les fais pas cuire trop longtemps, car tu risques de perdre une partie de leurs vitamines et minéraux. Les légumes crus, comme les tomates et les oignons, sont délicieux et pleins de bienfaits pour ton corps. Manger des légumes crus ou légèrement cuits, c'est plein de vitalité. Prendre soin de la préparation et de la conservation des fruits et légumes, c'est prendre soin de toi, de ta famille et de ta santé à long terme. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Pour la signature. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Les épices alliées de notre santé.
Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps. Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Et cette émission se poursuit donc. Place tout de suite à Événements à la une. Et je l'annonçais dans Événements à la une, nous reviendrons sur ce sujet de mémoire et de justice historique. Le Bénin, co-sponsor de la résolution adoptée à l'ONU sur la traite transatlantique, a marqué son engagement d'une façon assez spéciale. Mais avant, il y a un événement assez intéressant, n'est-ce pas? Bonjour Patrick. Oui, bonjour Jennifer Sativi, Jenny Assier, comme Jenny Assier. Vous m'avez beaucoup manqué sur le plateau. Alors, ça a été réciproque. N'est-ce pas? Alors, cet événement, il s'agit d'une pièce de théâtre. Oui, une pièce de théâtre. Et tout à l'heure, nous avons écouté une personne qui a dit qu'il faut aller voter, il ne faut pas faire la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide, ce n'est pas une politique exemplaire, il paraît. C'est pour cela que le titre de cette pièce, c'est « La chaise vide ». Qu'est-ce que c'est ce titre? Il va nous en parler. Lui, c'est le metteur en scène. C'est une pièce qui a été écrite par un auteur, Flavien Zountiémé. Nous avons avec nous le metteur en scène qui est Frégite, que nomme Zangbede. Je crois que j'ai bien prononcé. Oui, très bien. Oui. Bonjour, Frégite. Et ce n'est pas Zangbede, c'est Zangbede. C'est Zangbede. Zangbede, d'accord. Alors, Frégite, vous êtes le metteur en scène de cette pièce. Dites-nous, racontez-nous comment cette pièce a été écrite. Bonjour le Bénin, mesdames et messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à vous. C'est un plaisir pour moi de me retrouver face à vous. Je suis Frégite Kenom Zangbede, comme vous le dites, directeur de la compagnie d'Angbe Théâtre Ifeno, basée à Ouida. Je suis comédien et metteur en scène. D'accord. La chaise vide, c'est une pièce de théâtre qui interroge la conscience, la justice, la responsabilité de la société en général, des hommes, des femmes et des institutions en charge de la gestion féminine. D'accord. Et cette pièce a été écrite dans le cadre du festival du Grand Prix Afrique francophone du théâtre. D'accord. Et dans ce festival, il y a le volet compétition théâtre scolaire. Oui. Et donc, Flavien Zountiémé, il est auteur, il est en même temps professeur de français au CG de Ouida. Oui. Il a écrit cette pièce pour la compétition. Et moi, je travaille beaucoup plus avec les élèves. J'ai été sollicité pour faire cette mise en scène. OK. Donc, c'est une mise en scène faite hors classe culturelle. Donc, ce n'est pas par rapport aux classes culturelles. Oui, justement, ce n'est pas par rapport aux classes culturelles parce que déjà, le CE2 n'a pas de classe culturelle. Ah, d'accord. Et moi, j'interviens quand même dans beaucoup de collèges. Oui. Donc, je comble un peu le vide, comme on le dit. D'accord. Voilà. Alors, comment cela s'est passé, la mise en scène, le travail avec les élèves? Parce que ce sont quand même des élèves, ils ont leurs cours. Certainement, parmi eux, il y a des gens, certains qui vont à l'examen ou bien il n'y a pas de candidats?
Il faut dire que faire une mise en scène avec les élèves, il faut être patient. Oui. Parce que déjà, ils vont au cours de lundi au vendredi. D'accord. Alors qu'une bonne mise en scène, il te faut 3 semaines de travail, soit 8 heures par jour. Ah, d'accord. Et déjà, c'était un défi, cette mise en scène, c'est un réel défi. Parce que nous avons commencé cette mise en scène début décembre, alors qu'il fallait restituer le travail fin décembre. Donc, un mois de travail avec des scolaires, ce n'est pas évident. À un moment donné, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on y arrivera? Bon, on s'est donné. Le travail qu'on faisait, on travaillait les mercredis soirs et les week-ends, y compris les dimanches. Oui. Quand on était proche de l'échéance de la compétition, on a commencé par mettre à profit, comme on dit, les soirées. Donc, quand ils finissent les cours, on voit également dans leur emploi de temps les disponibilités, les possibilités aussi, et on travaillait. Et la dernière semaine, on a dû négocier avec le collège, puisque c'est le collège qui est en compétition. Oui. Et on a pris la dernière semaine, on a travaillé tous les jours. D'accord. Et le travail a payé, nous sommes sortis gagnants, on a gagné le premier prix de cette compétition. Félicitations. Félicitations. Merci. Alors, en gagnant le premier prix, cela vous a donné un peu plus d'engouement pour continuer le travail et vous avez décidé de le présenter au public de Ouidah. Oui, justement. Après cette compétition, j'ai quand même compris que tout le monde n'a pas eu la chance de voir ce spectacle. Oui. Et il faut dire aussi que ces élèves n'ont jamais fait du théâtre. Ils n'ont jamais fait du théâtre. Donc c'est leur premier pas. Voilà. Et donc, pour quand même leur donner la possibilité de faire et de refaire, jusqu'à quand même arriver à un niveau de professionnalisation, j'ai donc proposé ce spectacle au CCR John Smith de Ouidah. Oui. Le centre culturel de rencontre internationale John Smith de Ouidah, qui fait beaucoup pour la culture. J'ai proposé ce spectacle dans la programmation et ils ont accepté. Oui. Et donc, nous avons 3 dates en vue pour rejouer. 3 dates, c'est ça qui est important. Oui. 3 dates. Donc, dites les dates au public. Les 3 dates, c'est le 1er avril déjà. Ça le fait mercredi 1er avril, c'est demain déjà. Le vendredi 3 et le samedi 4 à 19h. Donc, toujours à 19h. Oui, toujours à 19h. Mercredi 1er, vendredi 2, et 3 plutôt. 3, voilà. Vendredi 3 et samedi 4 avril 2026 au CCRI, John Smith de Ouidah. Alors, vous avez certainement un mot à dire aux parents, au public pour qu'ils puissent assister à ce spectacle. Le mot serait juste un mot d'invitation. J'invite massivement le public de Ouidah et de ses environs, que vous soyez à Cotonou, passez, vous pouvez quand même effectuer le déplacement pour voir ces jeunes élèves sur scène. Je ne dirais pas des jeunes comédiens directement, mais des jeunes élèves sur scène dans une restitution, dans un spectacle qui dure quand même pas mal de temps. Je vous invite vraiment à effectuer le déplacement sur Ouidah. Les parents, je vous invite aussi à soutenir ces enfants, vos enfants, et ça va vraiment leur donner de force pour continuer sur ce chemin. Oui. En revenant un peu, vous avez dit vos enfants, à ces comédiens en herbe, bon, je considère qu'ils sont déjà comédiens, ils vont jouer devant un grand public. En revenant sur eux, ils sont de quelle tranche d'âge, et de quelle classe à quelle classe? Et puis, je parlais de classe d'examen, est-ce qu'il y a certains qui vont à l'examen? Est-ce qu'il y a des candidats parmi eux? Oui, puisque la mise en scène allait jouer quand même un peu sur l'agenda scolaire, on a été un peu malin, donc il n'y a pas de classe d'examen. Ah, d'accord. Nous avons des classes de seconde et première. Seconde et première. Oui. Tranche d'âge à peu près? Tranche d'âge 15 à 17. Je ne pense pas qu'il y a 18. OK. Est-ce que ce n'est pas un sujet, peut-être c'est intéressant que des enfants participent, mais le sujet, est-ce qu'il n'est pas assez sensible pour cette tranche d'âge? Déjà, le projet pour lequel le spectacle a été monté demande que ce soit des élèves. C'est cela. Et donc, pour moi, c'est sensible, oui, mais ça permet en même temps d'éduquer la génération à venir, à les apprêter à cette réalité qui, jusque-là, est présente. Okay. Voilà.
Bon, ce n'est pas pour raconter tout le spectacle, mais on peut avoir un petit résumé. Vous avez parlé du contenu, juste un bout, pour ne pas spoiler. Ok, juste un bout. Voilà, la chaise vide. Il s'agit d'un tribunal imaginaire qui était censé juger une affaire de couple, mais la chaise de la victime est restée vide. Pourquoi est-ce que cette chaise est restée vide? C'est juste le symbole de toutes ces femmes qui ne sont pas écoutées. Le symbole de toutes ces femmes qui meurent dans leur silence. De toutes ces femmes qui portent le poids de la société, qui se sentent aussi culpabilisées et tout. Et donc, un tribunal imaginaire qui dit tout ça. Mais en même temps, cette chaise, elle est restée vide, mais chaque fois représentée dans le spectacle. D'accord. Donc, voilà à peu Pour près. montrer un peu là, cette réalité. Oui. Cette réalité, l'absence de défense. Voilà. Oui. Elles se disent qu'elles ne pourront pas être défendues, donc les victimes se rétractent parfois ou restent dans le silence. Elles sont dans le mutisme. Voilà. Alors qu'il faut se présenter, il faut pouvoir... Il faut affronter, il faut parler. Et en même temps, quand j'ai dit tout à l'heure, le poids de la société, quel regard la société porte sur vous quand vous avez des problèmes des problèmes de couple. Quand on dit, ben voilà, cette femme, elle est si. Quel regard l'on porte sur vous? Voilà. Donc, il y a tout ça là. Donc, on préfère vraiment garder le silence pour éviter le jugement. Rendez-vous est pris donc au CCRI de Ouidah. CCRI de Ouidah. Est-ce que le spectacle compte être délocalisé dans d'autres villes, par exemple? Pour venir à Cotonou, pourquoi pas? Aller à Bomé, à Porto-Novo, la capitale, c'est possible, certainement. Oui, c'est bien possible. On est assez mobile et dans les vacances, on peut faire le tour. OK. Voilà. On l'espère. On l'espère. Donc, Parakou vous attend. Nati Tengo vous attend. On a quitté Parakou la semaine dernière. On était en tournée nationale avec un autre spectacle, scolaire national. Oui. Voilà. Donc, vous allez retourner pour la chaise vide. Vous n'allez pas faire la politique de la chaise vide pour... D'accord. Donc, merci. Alors, on retient donc que demain, mercredi 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, mercredi 1er avril, il y a un spectacle à suivre, la chaise vide, et c'est au CCRI, Centre culturel de rencontres internationales John Smith, à 19h. À 19h à Ouidah. Donc, tout le monde est convié. Donc, demain et le vendredi 3 avril et le samedi 4 avril. Donc, si vous ratez demain, vous rattrapez pour les autres jours. Demain, c'est certainement pour que ceux qui vont... ceux qui seront occupés au boulot, peut-être, puissent se libérer. Bon, surtout demain, comme il y a les congés de Pâques, c'est pour que s'il y a des gens qui vont quitter Ouidah pour aller en congé ailleurs, peuvent quand même en profiter avant. Et le week-end, c'est pour tous ceux qui seront occupés en semaine. D'accord. Et vous invitez surtout les parents à assister. Oui, il faut ça. Il faut l'accompagnement des parents dans ce que font les enfants. Et donc, c'est important que les parents soient là. Oui. Ne laissez pas les enfants seuls. Ne faites pas la politique de la chaise vide. Venez assister à ce spectacle et on vous invite à y aller. Et j'espère que le spectacle va venir à Cotonou, comme nous l'avons dit. On l'espère vivement. Merci, Patrick. Oui. Alors, ce qui va venir, ou ce qui est déjà venu à Cotonou, et c'est ce que vous avez déjà annoncé, cette résolution, une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, Organisation des Nations Unies, une résolution qui permet de mettre ce que nous pouvons appeler maintenant le crime le plus grave de l'humanité, la traite négrière. Et pour pouvoir en parler, nous avons pu retrouver un extrait d'un ministre ghanéen qui nous parle de ce qui s'est passé parce que le Ghana a porté la voix de l'Afrique. On suit cet extrait. Cette résolution que le président John Dramani Mahama présente ce 25 mars est une résolution majeure.
Elle vise à faire reconnaître la traite transatlantique comme le crime le plus grave contre l'humanité. On sait aujourd'hui que plus de 12,5 millions d'Africains ont été arrachés de force à leurs terres. Certains ont été envoyés dans les Caraïbes, d'autres en Amérique, pour travailler dans des plantations, dans des conditions extrêmement violentes et déshumanisantes. Ils étaient traités comme du bétail, comme des biens sans aucun droit. Ils ont été torturés, dénudés, privés de leur dignité, réduits à une simple valeur marchande dans un système où leur vie ne comptait pas. Les chiffres sont accablants. On estime aujourd'hui que plus de 3 millions d'Africains ont perdu la vie pendant cette période, que ce soit pendant la traversée de l'Atlantique ou dans les plantations. Certains ont été jetés à la mer, d'autres, face à l'horreur, ont préféré se donner la mort. Beaucoup sont morts d'épuisement, de violence ou de maladie dans des conditions inhumaines. Oui, totalement. Lors du dernier sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les 54 États membres ont soutenu cette résolution. Aucun pays ne s'est abstenu. C'est donc une position totalement unifiée du continent africain. Totalement unifiée du continent africain. Mais le Bénin semblait absent, ou le Bénin était absent pour signer. Et pourquoi? Parce que le ministre nous l'a dit, le ministre Adjadi, il va nous le dire. Parce que le Bénin, il y a eu quelques petits dysfonctionnements. Ce n'était pas parce que le Bénin ne voulait pas signer. On suit le ministre des Affaires étrangères du Bénin. A exprimé son vote après le vote formel. Au moment du vote formel, notre représentant permanent n'a pas pu prendre part au vote parce qu'il n'avait pas reçu les instructions formelles. Compte tenu d'un dysfonctionnement, on n'a pas pu se joindre et je n'ai pas pu lui passer les instructions formelles. Donc il n'a pas pris part au vote. Mais la procédure des Nations Unies permet qu'après un vote formel à l'Assemblée générale, un pays puisse exprimer son vote. Et donc, le vote du Bénin a été enregistré par le secrétariat général des Nations Unies. Et oui, le Bénin a voté en faveur de cette résolution. En plus d'avoir été co-sponsor, le Bénin a voté en faveur de cette résolution. Oui, le Bénin a voté en faveur de cette résolution. Le Bénin a été co-sponsor. Donc, le Bénin a participé déjà dès les premiers travaux à cette résolution. Donc, ce qui se dit sur le net, sur le web, on attaque le Bénin. Non, le Bénin a participé pleinement à ce vote, à cette résolution. Et d'ailleurs, toutes les dispositions qui sont prises par le Bénin, c'est pour pouvoir permettre à ceux qui ont subi cette traite transatlantique de revenir au pays. Vous avez vu tout ce qui a été voté comme loi. Donc le Bénin est en plein dans cette résolution. C'est ce que nous avons comme information par rapport à cette résolution qui fait que nous devons maintenant crier haut et fort, plus jamais ça. Plus de racisme, plus de traite négrière, et puis que tous ceux qui ont fait, tous ceux qui ont participé puissent à un moment donné venir s'excuser, se présenter et nous dire pardon pour ce qui a été fait pendant des siècles, pendant 3 siècles. On peut quand même dire, hein, Patrick, que justement après plusieurs siècles, une forme de justice est maintenant rendue, n'est-ce pas? Oui, la justice est rendue maintenant. La justice est rendue pour apaiser les cœurs, pour dire, voilà, nous reconnaissons que nous avons péché. C'est vrai que l'Union européenne n'a pas participé. Il y a certains pays, l'Union européenne et puis le Royaume-Uni, il y a certains pays qui n'ont pas signé, Israël, les États-Unis qui n'ont pas signé, mais le reste des pays, le reste a signé, la résolution est passée. Et cela s'impose à tous les pays. Merci beaucoup à vous, Patrick Djossou, pour ces 2 sujets d'intérêt. Je vous raccompagne, n'est-ce pas? Je prends congé de vous pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Cette émission se poursuit. Place donc au prochain plateau. Le programme 20 000 logements sociaux et économiques est désormais une réalité.
Il est enfin possible pour chaque Béninois ou non d'acquérir un logement moderne, adapté et abordable. Bien plus qu'un simple projet immobilier proposant des logements avec un séjour spacieux, 3 chambres confortables, une cuisine fonctionnelle et des sanitaires modernes, ce programme offre un véritable cadre de vie avec des pistes cyclables, des espaces verts, des aires de jeu pour le bonheur des plus jeunes et la convivialité entre familles. Tous les logements du programme sont conçus selon une typologie F4. Si vous êtes éligible, optez pour une villa sociale pratique et confortable avec un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine et une salle d'eau. Sinon, choisissez parmi l'un des 3 types d'appartements économiques avec toujours un séjour, 3 chambres à coucher, une cuisine, 2 salles d'eau, une buanderie et un balcon. Ou alors, notre top produit, une villa plus grande et plus spacieuse avec un séjour, 3 chambres dont une parentale avec salle d'eau attenante, une deuxième salle d'eau, une cuisine, une arrière-cour, une chambre de service et un garage. En location achat avec des mensualités étalées sur 25 ans selon le type de logement choisi, en achat au comptant ou en location simple pour appartements économiques. Les villas sociales sont exclusivement réservées aux fonctionnaires de l'État béninois sous condition d'éligibilité. Quant aux logements économiques, ils sont ouverts à tous sans distinction de nationalité. Fonctionnaires, salariés du secteur privé, artisans, agriculteurs, commerçants, professions libérales, retraités, béninois de la diaspora et bien d'autres encore. Retenez bien, le programme 20 000 logements offre à toutes ces cibles résidant au Bénin ou de toute autre nationalité l'option privilégiée de la location achat sur une durée de 25 ans pour les logements économiques. Dès que vous êtes attributaire de votre logement, vous n'avez qu'à payer 1 mois de caution et votre première mensualité et vous recevrez vos clés. Payez ensuite vos mensualités avec possibilité de lever l'option d'achat à tout moment. Vous devenez ainsi propriétaire avec des mensualités à partir de 97 000 francs CFA pour un logement social. Pour tout savoir sur le programme, les logements disponibles, les conditions d'accès et les étapes pour devenir propriétaire, consultez la plateforme programmelogement.bj pour réserver votre logement en un clic. Le programme 20 000 logements, c'est l'assurance du confort moderne accessible à tous. La diversification alimentaire est essentielle pour la croissance et la santé de nos enfants. À partir de 6 mois, le lait maternel seul ne suffit plus. L'enfant a besoin d'une alimentation variée et équilibrée pour bien se développer. Ajouter à son assiette des aliments locaux comme du mil, du maïs ou du riz pour l'énergie, du poisson, des œufs ou des haricots pour la force, des légumes verts et des fruits pour les vitamines. Une alimentation diversifiée aide l'enfant à grandir, à mieux apprendre et à résister aux maladies. Proposer des repas adaptés, riches en couleurs et en saveurs. Avec une bonne diversification alimentaire, nous donnons à nos enfants les bases d'une vie saine et prospère. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Et voilà donc place à réussite. Ghislaine Adimi et son invité sont déjà sur ce plateau. On en parlait à l'entame de cette émission. Ghislaine nous emmène à la découverte d'une femme qui fait rayonner l'identité culturelle à travers la mode. Bonjour Ghislaine. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ce matin? Ah ben, très Nous bien. sommes en harmonie. Je tiens à le souligner. En tout cas, moi, je ne comprends plus rien. Hein. Je ne comprends plus rien. On dirait que Jennifer dort dans ma tête. Ou c'est moi qui dors dans la tête. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait énormément plaisir. Jennifer a déjà planté le décor. Une Amazone du Bénin. Et était il y a quelques semaines sur l'annonce show Paris Fashion Week, un événement qui fait la promotion de la mode et de la mode africaine. Juliette Bocor, elle s'appelle, si vous vous souvenez bien, là, il y a reçu sur ce plateau, avant qu'elle n'aille à cet événement. Elle est styliste, créatrice de mode. Elle est avec nous donc sur ce plateau. Elle est venue pour nous raconter un peu son aventure à Paris, mais surtout
nous dire, nous convaincre que la mode peut être un vecteur de la promotion de notre identité culturelle. Comment ça va se faire? Juliette Bokor va nous le dire et c'est d'ailleurs ce dans quoi elle s'engage, n'est-ce pas Juliette Bokor? Bien sûr. Ah ouais, donc je n'ai pas joué à l'avocat du diable. Non, pas du tout. Et je ne sais pas si vous le remarquez, Juliette a aussi du bleu. Elle est en harmonie avec nous, du bleu et du noir. Du bleu et du noir. Alors donc ça veut dire que la culture, la mode béninoise est en avant. N'est-ce pas? Alors, Juliette Bokor, tout de suite, dites-nous comment ça s'est passé à Paris. Merci, Rachidette. C'est Ghislaine, hein? Pardon. Ah oui, la dernière fois, vous étiez avec Rachidette et moi. Ah oui. Donc là, vous êtes venus pour... Voilà. Pour séduire Rachidette. Ok, d'accord. Un clin d'œil à Rachidette. On la salue. Elle aurait dû être sur le plateau. Exactement. Voilà. Moi, c'est Juliette Bokor, la promotrice de la marque Itunu Bokor. Et j'ai été sur Paris pour représenter le Bénin à l'annual show Fashion Week Paris 2026. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir représenté soulevé fièrement notre drapeau. Et Paris était content, le monde était content et on a présenté une belle collection faite de notre tissu local, l'indigo et le canvas. Une collection dénommée Agodier Star, pour ces agodiers que nous sommes, ces Amazones que nous sommes, ces femmes fortes que nous sommes. On va voir ça rapidement et puis on revient. Vous allez nous raconter dans les fins fonds du monde comment ça s'est passé là-bas. On regarde rapidement cette capsule résumée du défilé ou de la présentation de la collection de Itunu Bokor. Bien sûr, Itunu Bokor. Écoutez le fracas du bronze. Écoutez le chant de la terre d'Abomey. De l'ombre des palais de Dahomey aux lumières de l'annuel show, Itunu Bokor lève le voile. Les reines ne sont plus un mythe, elles sont parmi nous. Filles de Tassirambé, au courage singulier, on les appelle les Agodji, gardiennes de l'honneur. Elles ne connaissent pas la trêve, encore moins la peur. Aujourd'hui, elles déposent le fer pour le fil et l'aiguille, pour habiller vos âmes, pour que l'audace pétille. Elles quittent les plaines de l'histoire et du temps pour porter un message à toutes les femmes maintenant. Agodier Star, brillez de mille feux, du Bénin au monde, levez les mains vers les cieux. Force de lionne, grâce de reine, pour porter le monde, pour briser les chaînes. Agodier Star, la collection du destin. Le futur est en marche et le passé nous tient la main. Admirez l'indigo, ce bleu nuit des profondeurs, signe de mystère, de sagesse et de faveur. C'est la couleur de l'ombre avant l'assaut final, la sérénité d'une guerre au mental de métal. Le canvas sacré, ce pain tissé de mains de maître, raconte la solidité de tout notre être. Sur chaque tenue des perles et des broderies de feu, un rouge sanglant éclatant sous les yeux. C'est le rappel des batailles, de la vie qu'on défend. La passion d'une femme, le cri d'un continu. Voyez ces ceintures rouges qui marquent la taille. Elles ne sont pas parures, elles sont le lien de la bataille. Dans l'histoire, la ceinture scelle l'engagement, le serment de ne jamais reculer, peu importe le vent.
et ses fourrures posées, trophées de royauté, disent la force de la bête que la femme a domptée. Dompter ses peurs, dompter le sort et la douleur. Porter la fourrure, c'est porter son propre honneur. Itunu Boko tisse le lien entre hier et demain. Regardez l'étoffe, sentez la texture. Mariage du sang, de l'histoire et de la haute couture. Elles sont venues, elles ont vaincu. Agoji Star, plus qu'une marque, un état d'esprit. Agoji Star, sauf que nous on n'a pas les verres ici, hein? Juliette. En tout cas, le bouclier alors, et les épées. ce que je vois ce matin, on a reçu Juliette quelques jours avant qu'elle nous s'envole pour Paris. Elle était stressée, franchement ouf stressée. Là, on voit une dame revenue, toute détendue, et qui a assurée et satisfaite. Regardez le visage qu'on a quand on assure. En tout cas, Juliette, déjà, nous, on te dit bravo et félicitations. Hein, parce que là, le drapeau du Bénin a vraiment flotté. Moi, ce que j'ai retenu en regardant ce défilé, c'est bien vu des Blancs. Absolument. Dans nos tenues, oh là là. C'est cela, voilà. Ce qui prouve vraiment que notre identité n'a pas de limite. Ça traverse les frontières et ça se porte par tout le monde. Et c'est une fierté pour la nation béninoise. Le Bénin a été tellement dignement représenté, l'histoire derrière les agodjiers, la ceinture, la fourrure. Franchement, je pense qu'elle a fait un bon travail. Elle a fait un très bon travail. Et justement, quand on parle de la mode vecteur de l'identité culturelle d'une nation, on peut dire que à travers ce défilé, à travers cette compétition, la mode béninoise a fait vraiment parler d'elle. Racontez-nous un peu brièvement l'histoire de cette compétition, si ce n'est pas une compétition, de cet événement, et comment est-ce que vous l'avez ressenti une fois à Paris? Cet événement m'a appris beaucoup de choses. Et particulièrement dans les coulisses. Et ce qui prouve que le cyclisme, c'est une question de sport de haut niveau. Ah oui, et le stress, ça va gérer le stress dans les coulisses, habiller les silhouettes sous pression, quelques secondes, c'était vraiment un grand challenge pour moi que je crois avoir relevé. Et c'est un acquis professionnel que je pense partager. Et voilà. À ces frères-là qui sont ici. Alors aujourd'hui, on parle de la mode comme vecteur de l'identité culturelle. Oui. Vous m'avez soufflé dans les coulisses que c'est votre challenge, c'est votre bataille. Alors comment est-ce que vous pensez? Moi, je l'ai déjà compris un peu, hein? Mais il faut qu'on puisse l'expliquer davantage. Comment est-ce que vous pensez qu'avec la mode, on peut réellement transmettre notre identité culturelle, la promouvoir davantage à travers le monde? On ne va pas rester qu'au Bénin. Merci. Je pense que la mode n'est pas une question d'esthétique uniquement. C'est notre histoire, c'est notre identité. Et je pense qu'à travers chaque nation, on lie nos valeurs, nos savoir-faire par notre style vestimentaire, par notre culture, tout ce que nous savons faire. Et je pense que la mode est vraiment une identité, un vecteur de l'identité culturelle béninoise. Et la preuve, à l'Annual Show, voilà, on a eu des Blancs, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui ont porté nos collections. Et vraiment, je pense que c'est une fierté pour nous et on peut aller de l'avant dans cette direction. Quand on voit quelqu'un arborer, je dirais, ses vêtements, quand on voit en indigo, on se dit tout de suite, moi je prêche pour ma paroisse, voici une agodji, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que le canvas, c'est notre chose, c'est notre culture, c'est notre trésor, notre patrimoine. Et mettre du canvas, ce n'est pas juste un pagne qu'on a porté, mais c'est une identité. Et je pense que c'est notre ambassadrice silencieuse, si je peux le dire ainsi, parce qu'on n'a pas besoin de parler pour montrer d'où on vient avec ça. Voilà, d'où on vient avec ça. Voilà. Alors, comment est-ce que nous, simples citoyens, on peut transmettre cette identité à travers la mode? Elle va nous parler de retirer les costumes. Hein, oui, on peut quand même faire les costumes aussi en canvas. C'est pas la mise en valeur, la promotion de ce que nous savons faire et porter fièrement nos produits et ne pas se sentir gêné
d'être en local, donc, tout en étant stylé, élégant. Voilà, on peut fièrement et valablement parler de notre culture. Surtout avoir, comme vous l'avez dit, avoir la facilité de porter nos tenues, surtout quand on va à l'extérieur, quand on sort de chez nous, bien sûr. pour se faire rapidement remarquer. En avion, voilà, pour aller... Voilà, mais il y a une question, comme Ghislaine, moi je me pose toujours la question quand on me parle de valoriser. Est-ce que le Convo, par exemple, ou le LU, est-ce que c'est toujours adapté à, je dirais, toutes les circonstances? Est-ce qu'on peut s'habiller un peu comme un endroit où on a besoin de costumes, je vais dire? Est-ce qu'on peut s'habiller de tissu? Bien sûr. Aujourd'hui, la mode, ce n'est pas juste rester dans le style traditionnel. Même avec nos tissus, on peut faire quand même des coupes modernes. Même avec le Convo, je peux confectionner une belle tenue, un costume bien taillé, bien stylé bon, et tout. On va la prendre pour notre habilleur. On va la prendre pour notre habilleur. Voilà, bon, on va prendre le pari de porter des costumes en indigo. Oui, et pourquoi pas? Alors, je vous ai dit que vous voulez faire de cette bataille votre combat. Ouais. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Je pense que je ne vais pas reculer et je garde la même vision. Et celle de porter haut notre nation, celle de faire la promotion de ce que nous savons faire et montrer à tout le monde, entier que nous savons faire de belles choses ici au Bénin et à travers nos créations, tout ce que nous créons ici. Alors, quels sont les prochains projets de Juliette, hein? Le prochain projet de Juliette, c'est vraiment d'organiser, par la grâce de Dieu, notre propre Big Fashion Show ici à Cotonou. Voilà, donc je pense que je fera partie de mes mannequins ici. D'accord. Merci de l'avoir pas oublié. Oui, je n'ai pas oublié. La première fois, on avait déjà dit ça. Bien sûr, bien sûr. On avait déjà dit ça. Rachida et moi, on avait esquissé les paillettes. N'oubliez pas que je suis votre agent. Bon, d'accord. Comme vous ne voulez pas défiler, Rachida et moi, nous allons défiler pour Itunu Boko. Absolument. Vous aurez l'argent. Oui, je suis votre agent, donc contactez-moi. Donc, on parlait des projets de Juliette, là. Oui, comme je le disais tantôt, c'est d'organiser mon propre Big Fashion Show et pour rassembler ces jeunes créateurs-là, ces jeunes stylistes-là, et pour qu'ils puissent quand même montrer ce talent et en eux, tout ce qu'ils savent faire. Et je pense que ce sera une vitrine à l'international et ce sera un honneur pour nous. Est-ce que les Béninois soutiennent ces initiatives-là? Vos créations, est-ce qu'ils sont portés tout le temps? Bien sûr, il y a quand même pas mal de personnes qui portent la marque Itunu Boko, que ce soit ici au Bénin ou à l'extérieur et tout. Donc je pense que déjà c'est un grand pas et de voir nos créations traverser les frontières et d'être portées avec beaucoup d'amour. Et j'ai beaucoup de questions. L'autre, est-ce que ce n'est pas relativement cher? Parce que c'est un procès qui revient souvent. Le local, tout ce qui est produit ici, c'est bien beau, mais on ne peut pas les mettre tous les jours parce que la bourse, elle est un peu élevée. Je pense que c'est une question de connaître notre patrimoine, notre héritage. Si nous donnons une valeur à ce que nous avons, ce qui est de notre, je pense qu'on ne va pas réfléchir avant de se faire un plaisir. Oui, en fait, pour mieux comprendre la question de Jennifer, c'est du genre, quand on dit le local, c'est déjà produit chez nous, c'est de chez nous. Ouais. Mais pourquoi est-ce que ça va coûter plus cher que ce que nous exportons? Ou nous importons, pardon. Ce qu'ils nous envoient ici n'est pas toujours de la qualité. Exactement. Et alors que nous avons de produits de très bonne qualité ici, on donne la valeur. La matière brute est plus chère, en fait. Voilà. Et plus résistante. Justement. Donc je pense que ce n'est pas une question de bourse élevée, mais c'est une question de reconnaître la valeur, la qualité de ce que... Moi, c'est mon avis, hein. Absolument. De reconnaître la valeur, la qualité de ce que nous avons ici. Et je pense qu'on ne va pas on va pas bouder la tête avant de vous en faites pas. Juliette Boko, nous avons franchement aimé
ce que vous avez présenté à Paris. Et j'imagine le plaisir de tout ce monde-là, de tous les Béninois de la diaspora. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Et vraiment, la réaction du public, ça démontre vraiment de ce qu'ils ont. Ils étaient imprégnés dans l'histoire du Moi, j'ai eu la chair de poule jusqu'ici, hein, ce beau texte-là qui rend hommage, décrit un peu le canevas, la ceinture, franchement. Si j'ai ressenti ça ici, je n'imagine pas si j'étais sur les lieux. En tout cas, et le texte, c'est vous-même qui l'avez écrit? C'est mon jeune frère. Je l'ai écrit et c'est lui qui a posé la voix. Oh mon Dieu, il a une très belle voix. Le texte est très bien écrit. Franchement, on dirait un poète. Absolument. Ah, ça veut dire que Juliette a d'autres cordes à son arc. Hein? Ah oui, elle est poète à 16 heures perdues. En tout cas, je suis contente. On voit une autre personne, toute autre personne. Absolument. Contrairement à celle qu'on a reçue. Puisqu'elle a réussi le pari. Franchement, elle a réussi le pari et on te dit. Et c'était que le début. Voilà, le challenge est lancé. Le challenge est lancé. En tout cas, on vous attend. On attend votre fashion show ici également. Je voudrais savoir quelle est la collaboration que Juliette a avec les autres stylistes de la place. Absolument. Avec les autres stylistes de la place, on collabore parfois sur des projets de commandes. Et quand nous recevons des commandes en gros et tout, voilà, donc on peut associer et le faire ensemble et tout. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous distingue? Moi j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous particularise dans votre domaine? Ce qui nous particularise, c'est notre authenticité. D'accord. Chaque pièce est unique et authentique. Et il y a toujours cette touche spéciale que nous mettons sur chaque création. Et quand on voit, on se dit, ça c'est Itunu Boko. Et qu'est-ce qui vous inspire? Parce que vous avez longtemps parlé des Agodiers. Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous dormez, vous recevez un dessin? Ou est-ce que, comment ça se passe? Ou c'est l'onction divine? Ou c'est l'onction divine, pourquoi pas? On est dans la semaine sainte. Mes premières inspirations, je dirais, ce sont mes parents. D'accord. Et ce sont mes premiers agodiers. Ah. Ces agodiers qui m'ont inspirée. Parce que je lis en eux, je les observe. Ce sont des parents forts qui ne reculent devant aucune situation, qui avancent même quand tout est difficile. Et je pense que je puis cette force-là de papa et qui était nominé sur le galet des agodiers. Donc, c'est qu'il est vraiment un agodier. Papa. Voilà. Papa est styliste aussi? Non, il n'est pas styliste. C'est maman qui est une couturière. Ah, d'accord. C'est vrai, vous avez dit ça la dernière fois. Voilà. Alors, c'est beau de voir quand les enfants sont fiers des parents. C'est sûr que les parents aussi sont fiers de vous. Et quand vous prenez le stylo ou le crayon, ça coule. Ça coule. Ça coule. Merci beaucoup à vous donc. Un dernier message avant de nous quitter? Avant de quitter ce plateau. Bon, je tiens à dire merci. Merci à tous ceux-là qui ont contribué à la réussite de cette belle collection. Et je ne l'ai pas fait seul, c'est tout un travail d'équipe. Je dis merci et je pense qu'on fera encore de plus belles choses par la grâce de Dieu. Merci Juliette Boko. Je rappelle que vous êtes styliste, créatrice de mode. Et vous avez représenté ou présenté valablement le Bénin à Paris. Et j'avoue qu'on n'était pas là, mais on a ressenti la fierté de tous les Béninois. Agodier Star. Oui, la collection du destin. N'oubliez pas de ramener le champagne lorsqu'il y aura le bien sûr. Là, franchement, il faut comprendre aussi. On doit péter le champagne ici. Absolument. Voilà. Merci beaucoup à vous, Ghislaine. Je vais prendre congé de vous, installer le prochain plateau. Vous savez, on est en période électorale. Ah oui, absolument. On est en période électorale et lorsqu'on fait des retrouvailles, lorsqu'on se met, il y a des mobilisations, il y a des précautions à prendre et c'est ce que va nous dire Heureuse. Et pourquoi Heureuse fait des grands gestes là-bas? Franchement, Heureuse. Elle souffle quoi là-bas? Merci. Oui. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de pause. Oui, il n'y a pas de pause. Instant santé, c'est tout de suite avec Heureuse Danodé. Merci Ghislaine et merci à vous, Itunu Boko. Allô? Je viens juste de sortir du resto. Non mais...
c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Instant santé donc avec Heureuse Danondé qui est en place déjà, c'est tout de suite. Nous sommes en période de campagne électorale et elle est propice à la mobilisation, toutes sortes de rencontres, de bains de foule heureuses. Et vous nous dites qu'il y a des précautions à prendre. Bien sûr, nous avons des précautions à prendre, Jennifer. Et l'une des précautions que nous devons prendre, c'est de prendre le temps de lire tous les documents, notamment les différents projets de société. Ah bah ça, c'est pas sanitaire, mais c'est un devoir civique. Obligation. Aujourd'hui, avec notre niveau de développement, nous n'avons plus à faire le suivisme pour aller dans les urnes, mais à voter en connaissance de cause, pour éviter de dire après, ah non mais franchement, quand on les met là, ils font comme ils veulent, alors que très souvent, tout ce qu'ils font après, c'est qu'ils l'ont déjà inscrit dans un document. Un devoir civique que Heureuse nous rappelle sur ce plateau de Instant Santé. Elle poste sa casquette de nouveaux types de citoyens, n'est-ce pas? D'une pierre deux coups. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut dire ça comme ça. Mais vous savez quand même, Jennifer, aujourd'hui, à cette date, les deux duos, le duo Wadaïn Talata ou Rumper-Rwanou, les deux duos ont déjà présenté leur projet de société. C'est déjà connu, voilà, il s'est déjà connu de tous. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de décrypter un peu. D'accord. La place qui est accordée à ces différents projets de société, à la santé, la place qui est accordée à la santé. Mais avant, je vais nous inviter à écouter, à suivre chacun des candidats lors de leur présentation, la présentation de leur projet de société, l'aspect santé qu'ils ont évoqué. À aborder la deuxième étape de notre développement. Trois innovations majeures que vous verrez dans le projet de société sur le secteur de la santé. Nous allons construire le centre hospitalier international de Parakou pour que nos concitoyens du septentrion qui ont des pathologies complexes, qui demandent des équipements de pointe, n'aient pas fait des centaines de kilomètres pour venir à Calavi. Et notre ambition, c'est que même des malades d'autres pays voisins pourraient venir à Parakou se soigner et faire de Parakou un vrai pôle de traitement des maladies complexes. Exactement ce que nous avons fait à Calavi. Il y a un travail formidable qui a été fait pour identifier village par village, région par région, les dispensaires, les centres de santé qu'il faut rénover, là où il faut construire. Le ministre de la Santé a fait un travail formidable. Il y a tous les financements sont en cours et tout est en cours, donc pas besoin de revenir là-dessus. Nous allons dérouler ce qui est déjà en cours et compléter par le CHIP. Il y a une deuxième réalité que nous avons décidé d'affronter, de résoudre. Aujourd'hui, quand vous avez une urgence vitale et vous allez dans nos hôpitaux, on exige de vous de payer d'abord. Ne serait-ce que les formalités administratives pour voir qui vous êtes peut vous faire perdre la vie. Désormais, de façon systématique, automatique, pour les urgences vitales, on vous soigne d'abord. Troisième innovation sur le secteur de la santé, c'est un accent important pour avoir désormais une pharmacopée moderne. Ce qui pointe, ce qui démarre aujourd'hui n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond.
Le système de santé actuel produit assez de morts. Nos mamans à l'accouchement n'ont plus l'assistance qu'il faut et décèdent facilement. Nous pensons qu'il faut injecter de l'argent dans les soins de santé et faire en sorte que la prise en charge précoce à coût véritablement réduit soit possible. Ça nous impose à rapprocher les centres de santé des populations en quittant le niveau arrondissement pour descendre désormais dans les villages. Parce que à ce niveau, les petits bobos, les maladies à leur début seront examinés par un personnel léger et qui finira par donc tenter de résoudre le problème, si possible gratuitement, avant que ces maladies ne s'aggravent. Combien ont l'argent pour aller à Chic? Pour qu'on en multiplie. Et donc nous pensons plutôt qu'il faut travailler à améliorer le plateau technique, faire en sorte que la prise en charge soit possible à un niveau plus proche des populations. Un aperçu donc de la place de la santé dans les différents projets de société que vous analysez aujourd'hui avec votre invité heureuse. Bien sûr, Jennifer. Donc, comme on le disait, à quelques jours de l'élection présidentielle, je crois que nous sommes à 4 à 5 jours. Cinquième jour déjà de la campagne. Et là, les promesses sur le terrain se multiplient. Absolument, on en a entendu, il y a eu de l'attaque et de la contre-attaque ici aujourd'hui. Mais au cœur de ces projets de société, quelle est la place qui est réellement accordée à la santé des populations, à notre santé, à nous tous, mais également à la santé animale, il faut le dire, hein. Mais accès aux soins, financement du système de santé, prévention, ressources humaines, c'est autant d'enjeux majeurs qui concernent directement le quotidien de chacun de nous. Et comme je le disais, il faille aujourd'hui qu'on prenne connaissance de ces deux documents avant de passer aux urnes, avant d'aller voter. Alors, nous allons essayer de décrypter tout ceci, ces deux projets de société, la place qui est accordée à la santé dans ces deux projets de société, avec le professeur David Hueto. Je crois que c'est ça, c'est pas Hueto. David Hueto, professeur, vous êtes là? Oui, je suis là, madame. Comment vous portez-vous? Oui, à merveille, par grâce de Dieu. Parfait. Donc, professeur David Hueto, spécialiste des politiques de santé, nous vous recevons depuis Parakou, l'université de Parakou. C'est bien cela? Oui, oui, en effet. Alors, selon vous, à quelques jours de la présidentielle, la santé semble peu visible dans les deux différents projets de société. Ça, c'est mon avis personnel. Quelle est la place que cela occupe, selon vous, réellement, dans les différents projets de société, selon vous? Ok, merci beaucoup, madame la journaliste, pour l'invitation. Et je me réjouis de savoir que nous avançons, même si c'est un petit pas, c'est très intéressant qu'on puisse arriver à décrypter ces choses-là et en tirer les différentes choses. En réalité, la santé est trop présente dans leur programme. Mais c'est parce que ce n'est pas à l'endroit, en fait. D'accord. Et ce n'est pas la faute des politiques, je vais dire, c'est la faute à nous autres professionnels de la santé qui n'avaient pas véritablement organiser la chose de façon à mettre la chose plus essentielle et nous sommes passés par un chemin qui n'est pas celui qu'on aurait dû emprunter pour parler santé de la population. En fait, c'est ça le problème. Parce qu'une des définitions, par exemple, de la santé que l'OMS donne, c'est qu'elle a une possibilité pour un individu, un groupe, de réaliser dans ce premier temps ses aspirations et de satisfaire ses besoins et d'autre part, de changer ou de maîtriser son environnement. Donc, pour tenir cette définition, vous voyez que dans tout ça, on a réussi
par rapport aux soins. Non, mais la santé est différente des soins. D'accord. Santé. La santé, c'est par exemple avec cette définition, vous voyez, l'attaquage que le gouvernement a mis en place a véritablement changé le visage technologique de la santé dans beaucoup de nos pays. Il y a même des études qui voudraient même déjà faire des recherches là-dessus pour montrer l'importance. Mais la population n'a pas bien suivi et elle n'a pas donné des définitions qui s'imposent à cause de ça. Sinon, il y aurait des études donc il aurait montré comment les conditions de vie sont prioritairement appliquées pour la santé. Et on considère cela. Vous voyez dans le programme, il y a un programme, par exemple, qui dit il faut la nutrition, il faut l'agronomie, il faut les routes, c'est ça la santé, vous voyez, et pas la maladie. C'est ça la différence. Donc, maintenant, ce qui manque ici, c'est, bon, je vais vous laisser tout ça d'abord, D'accord. Ben, selon vous, déjà, vous avez parlé en quelque sorte des aspirations, mais quels sont les réels défis qui s'imposent aujourd'hui au secteur de la santé et que, normalement, les produits de société doivent prendre en compte? Voilà, merci pour cette très belle question, madame. En réalité, le système sanitaire, d'une manière générale, dans nos pays, pas ici, sous-développés, et plus particulièrement au Bénin, a deux défis. C'est le défi du modèle de santé qu'il faut mettre en place pour gérer la santé de la nation. Le modèle actuel qui est en cours est celui biomédical, c'est-à-dire que le système attend que l'individu tombe malade avant d'être un objet de préoccupation en matière de santé. Or, ce qu'il aurait fallu faire, c'est de choisir l'autre modèle qui est celui socio-environnemental ou écologique, qui se base plutôt sur les déterminants sociaux, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des gens pour donner la santé. Parce que la santé dépend en réalité à plus de 90% des autres secteurs que de celui de la santé. Vous voyez? C'est qu'il devrait accentuer les actions en matière de santé sur la prévention. Oui, en fait, quand on dit santé, il faut promouvoir la santé. On ne prévient pas la santé, on promeut la santé. Et quand on parle de maladie, on prévient la maladie. Mais la prévention qui aussi est la meilleure, c'est celle que nous appelons nous primaire. Au moment où la maladie n'est pas là, parce que pour tout ce qui concerne la maladie, on ne fait que la prévention. Il y a la prévention primaire qui s'occupe de gérer les activités qu'il faut mener pour que la maladie ne survienne même pas. Et quand la maladie est là, on va détecter et l'autre pour faire donc de récupérer la personne qui est guérie avec cette séquelle. Vous voyez, c'est ça. Donc, actuellement, nos systèmes sont centrés plutôt sur le médical, qui est problématique. Parce que la santé dépend d'abord déjà de comment l'enfant a pris son chemin pour arriver dans le conseil de sa maman. Et le vécu de la grossesse, et maintenant la petite enfance, juste, et ce qu'il va devenir dépend donc de la préconception, de la conception et de suivi de la grossesse, jusqu'à sortir la petite enfance va déterminer ce qu'il faut en fait. Et donc, les programmes doivent se concentrer là pour répondre des problèmes de maladies que nous connaissons et qui sont gérables par la prise en compte des individus avant qu'ils ne soient malades. Par exemple, la copanétique. Parce que quand on nous avons pour le pays, parce qu'il aurait fallu prendre les gens en compte avant qu'ils ne se marient. Et donc, on n'aura plus de copanétique dans notre... etc. C'est bien cela. Le deuxième défi, c'est donc le défi de la ressource humaine. Ah oui. La ressource humaine, la santé, pose problème. Parce qu'on n'est pas en fait actuellement formé pour la santé, mais on est formé pour la maladie. C'est ça qui est dangereux. Donc il faut, et le processus a commencé, et je vous assure, par exemple, le Bénin, particulièrement
Parakou est le premier des pays donc, à commencer cette réforme-là, parce qu'il faut la promotion de la santé pour qu'on shift donc, les choses de bio médical à le souci environnemental. Et c'est seulement Parakou, dans toute la région, qui comporte maintenant un programme de formation des médecins avec l'élément promotion de la santé. Sinon, les autres n'en ont pas. Donc, vous voyez, on a besoin d'une ressource humaine qui va être désormais chiffrée. La dernière fois, on voulait recruter pour les enseignants à l'université en matière de santé. Mais tout ce qu'on a positionné, qu'on a proposé, ce n'était que pour la maladie. Il n'y avait personne, aucune filière. Donc, on devait prendre pour la santé, la promotion de la santé publique, par exemple. Or, ce n'est pas le but de la chose. Ouais, ce sont ces deux défis-là qu'on a maintenant. Ça fait que les politiques ne comprennent plus quand on dit santé, ils ne se donnent pas la valeur à ce qu'ils font. On dit l'approvisionnement en eau, il y a mais déjà, l'eau est fondamentale. Parce que nous avons shifté les choses, on ne sait pas faire comme je l'ai dit, on n'a pas réussi les cours de santé primaire qui disaient qu'au soins de santé de base, il faut ajouter l'eau potable, l'éducation, vous voyez, il faut ajouter l'habitat, l'environnement salubre et la participation active des autres secteurs pour la santé. Mais on a échoué à faire ça. C'est ça qui implique les politiques en erreur. Merci beaucoup, professeur, pour toutes ces informations. On comprend qu'il vaut mieux prévenir, mais dans le cas où quand même le mal, il est déjà là, il est bel et bien présent. Il y a quand même des propositions qui sont faites par nos deux candidats. On a suivi tout à l'heure. Quelle analyse vous en faites? Est-ce que vous pensez que ça peut, un temps soit peu, quand même atténuer les difficultés dans ce secteur-là? Oui, l'élément qu'on a écouté par exemple, amène les candidats à faire en fait le focus à mettre leur focus sur des problèmes de santé. Or, c'est pas mauvais. On doit nécessairement être en train d'avoir les deux bras. Les deux bras, c'est-à-dire qu'on doit, quand la situation est là, il faut qu'on règle ça. Ce sont les problèmes qu'on a dans nos pays, il faut régler ça au plus vite. Mais deuxièmement, et le plus important, le second bras-là, c'est que si on veut la santé, il faut qu'il y ait un mixage de ce qui est proposé. Je propose le développement de l'emploi. Je propose, l'emploi par exemple, c'est la santé. Une politique d'emploi égale une politique de santé. Donc, il faut qu'il y ait des gens auprès de nos candidats qui comprennent ces choses-là et qui les amènent à savoir que la santé passe d'abord par exemple, quand moi je prends le programme, je vais voir la santé, parce que c'est mon secteur, je vois ce qui est proposé. Immédiatement, ce que je vois après, c'est l'éducation. Qu'est-ce que les gens disent? Parce qu'en réalité, si vous voulez que les gens se comportent bien, les problèmes de santé qu'on a, ce n'est pas nécessairement le fait en tant que tel des professionnels de la santé, non. Mais c'est le fait qu'on n'a pas autonomisé chaque individu. Et donc, pour ce faire, c'est l'éducation. Mais l'éducation, qu'il faut, ce n'est pas l'éducation que nous sommes en train de faire maintenant. Non, l'éducation qui autonomise les gens doit passer nécessairement par le processus qui identifie le potentiel des enfants et qui les positionne dans leur domaine de compétences. D'accord. Alors, professeur, je ne vous arrête pas de toute votre intervention. Je comprends qu'en fait, la santé, je ne vais pas dire que ça vient normalement à la fin, mais en temps normal, ça dépend de tous les autres secteurs. Il faut penser développer tous les autres secteurs pour penser promouvoir la santé, éviter les maladies. Mais lorsqu'on prend les deux projets de société en matière de plateau technique, ressources humaines, en matière de financement du secteur de la santé communautaire également, qui est aujourd'hui en vogue. On a eu la CEDEAO qui a dévoilé la dernière fois sa santé communautaire, je dirais, sa politique de santé communautaire régionale. Est-ce que les deux projets de société, en quelque sorte, je ne vais pas vous dire de choisir, mais lequel se rapproche quelque peu de tout ça? Bon, vous avez déjà la réponse en termes de précaution. Donc, s'il vous plaît, je ne voudrais pas être en train de faire le choix à la place des citoyens.
Mais je peux vous dire, en réalité, nous sommes en chemin et on peut féliciter les candidats et ceux qui ont la chance de lire les programmes verront que même il y a quand même plus de choses et qui va même dans les détails. Ouais, ça, c'est un fait. Avec tout ce qu'on peut faire et à la partie secteur de cité, ce qui est prévu, c'est que ça ne va pas nous aider que pour la prise en charge. Mais vous savez que quand la maladie s'installe, l'organe qui est malade n'a plus la chance de revenir à son statut original. Et donc, nous, on appelle ça la restitution ad integrum. Et c'est pour ça qu'il est important de promouvoir la santé, que d'attendre que l'individu tombe malade. Les plateaux techniques, on devrait plutôt les réorganiser et avoir, comme un candidat proposé ici, on achète tout. D'accord. Merci beaucoup à vous, heureuse. C'est la fin, n'est-ce pas? Professeur, franchement, tout ce que vous dites là, c'est intéressant. Le temps ne nous permet vraiment pas de tout décortiquer ici. Mais merci quand même pour votre intervention depuis Parakou. Les citoyens aujourd'hui ont quand même compris, ont pris l'essentiel de votre intervention et quitte à eux aujourd'hui de faire un choix adapté. Le choix adapté pour l'avenir. Merci beaucoup, professeur. Alors, je vous raccompagne très rapidement parce que oui, vous avez empiété sur quelques petites minutes. Ça arrive. On installe le prochain plateau éducation aux médias. Alors, après quelques semaines, quelques jours parfois de disparition, elle réapparaît. Marvin, bonjour et bienvenue. Bonjour Jennifer. Vous vous rendez compte qu'on ne s'est même pas souhaité bonne année sur le plateau, alors bonne et heureuse année à vous. Bonne heureuse année. Alors, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Nous sommes en période électorale et il faut savoir commenter sans insulter, n'est-ce pas? C'est ça, et aujourd'hui on va parler de comment critiquer sans entrer dans les infractions et les limites à ne pas franchir, surtout en campagne électorale. Et nous sommes en campagne électorale, comme on le constate tous, et les avis maintenant se diversifient. Plusieurs personnes donnent ces avis en ligne. Et les réseaux sociaux, voilà, sont devenus en fait une interface de confrontation en fait d'idées. Et là, maintenant, il faut rappeler que nous sommes en démocratie et ce n'est pas du tout interdit de critiquer, mais il ne faudrait pas, en fait, déraper. Critiquer, c'est être contre une idée, donner son impression sur une idée, un programme, une décision, une déclaration, une posture politique. Insulter, diffamer et mentir. Insulter, diffamer et créer des fausses informations sur son candidat. Voilà, sur une personne, un débat public, ça divise déjà. Donc là, maintenant, c'est l'abus de parole et dans certains cas, ça devient une infraction. Pour ne pas dire que c'est une infraction, dès lors que vous attaquez une personne ou bien un parti politique, dès que vous critiquez ou bien que vous diffamez, vous créez de fausses situations pour pouvoir en fait dévaloriser ou défavoriser le parti en question. Sur Internet, beaucoup pensent que ce n'est pas forcément, vu que c'est Internet, vu que ce n'est pas dans la vie réelle, et les lois ne se limitent pas à Internet. Il y a le code du numérique qui sanctionne les comportements, les moyens de communication électronique. Donc, dès que tu postes un contenu et tu insultes une personne, on a la possibilité de venir faire toi et dire, d'accord, tu as eu à faire telle chose en ligne. Pourquoi tu l'as fait? Quelles sont tes raisons? Où sont les preuves? Donc, diffamer sans preuve. Il faut que le parti ou la personne qui est attaquée porte une plainte d'abord? Ou est-ce qu'on peut venir vers vous comme ça? Non, pas forcément. C'est comme je l'ai dit, nous sommes en période électorale. Les partis n'ont pas forcément le temps de voir qui les attaque ou pas. Mais toute personne, tout citoyen qui veut que une campagne électorale se passe bien, qu'il n'y ait pas de crise dans un pays, doit ne pas, même si elle n'est pas d'avis avec le parti politique ou n'adhère pas vraiment l'idée ou les décisions prises, qu'elle ne crée pas en fait de la discorde en ligne. Parce que dès lors que la discorde est créée en ligne, on fragilise le pays et on donne en fait la possibilité, c'est comme on dit, venez, on est divisé, venez parler dedans. Mais est-ce que à quel moment on se rend compte que la limite est franchie? Parce que c'est très vite arrivé. Moi, il y a quelque chose qui a retenu votre attention. Vous avez dit ne pas se moquer, ne pas rigoler. Vous savez, il y a peut-être des publications à caractère
peut-être tendancieuses, mais qui sont drôles au passage. À quel moment je sais que je suis dans les normes et puis je ne tombe pas sous le coup de la loi? Si je réponds, c'est comme si je me mettais à la place du bon sens de chacun. Je pense que tout le monde a un bon sens et même de l'humour. Tout n'est pas bon à mettre dans la blague. Tout n'est pas bon à rigoler. Donc, dès lors que vous voyez que le bon sens, à chaque action à mener en ligne, surtout en période électorale, le bon sens est amené à être présent. Parce qu'on ne peut pas prendre un sujet d'actualité où, par exemple, il y a de différents montages avec des présidents et d'autres présidents où on dit « Ah non, donc toi, tu as fait 10 ans, tu veux quitter, il faudrait que tu fasses 100 ans. » Ces trucs-là, ce n'est pas forcément des trucs où c'est bon à rigoler parce que c'est à dire que l'autre pays est en train de promouvoir la dureté d'une personne sur un pouvoir. Et d'autres vont prendre ça drôle, mais techniquement et politiquement parlant, ce n'est pas adéquat. C'est un sujet assez sensible. Du coup, il faudrait faire appel au bon sens et ne pas savoir, et ne pas en fait dire « je vais rigoler avec tout parce que c'est tendance ». Il y a aussi le lynchage qui se passe. On peut prendre des portions d'une citation d'un candidat, d'un discours et faire la viralité avec. Donc, ce n'est pas forcément adéquat. Donc, il ne faudrait pas créer surtout les faux montages. C'est ce qui s'observe actuellement depuis le début. Est-ce qu'il faut répondre? Je dis répondre parce que j'appartiens peut-être, j'ai peut-être une préférence d'un parti politique A. Et lorsque le parti politique B, il y a peut-être un poste qui, selon ce que vous dites, est peut-être faux. Ce sont des fausses informations. Est-ce qu'il faut répondre à la hauteur de ce que la personne dit? Lorsque la personne en face fait un clash, il faut quand même riposter pour lui montrer que voilà, ça ne se fait pas. Non, il ne faudrait pas le faire parce que... se taire et passer? Dès lors qu'on prend les réseaux sociaux comme un terrain de règlement de compte, je pense que chacun va créer du contenu comme il le faut. C'est pour ça que la RAC appelle les acteurs du numérique, les médias en ligne, à suivre les tests en vigueur. Parce que, d'une part, il y a des personnes qui créent des contenus à caractère humoristique. Ils pensent que c'est à caractère humoristique. Mais il y a les médias en ligne aussi qui attisent, en fait des contenus justes pour pouvoir... Ils ont besoin de visibilité. Pour pouvoir être dans la tendance. Donc là, maintenant, on ne peut pas dire, oui, telle personne, j'irai répondre aux médias en ligne et tout ça. C'est à chaque personne de savoir qu'il faut que vous puissiez suivre les règles, les tests en vigueur. La RAC l'a dit, le Code du numérique l'a dit, et le Centre national d'investigation numérique est là pour réglementer ça. Et dès lors que la personne qui est attaquée se met à répondre en ligne, on donne encore plus. C'est comme si on t'insulte, tu réponds, il répond, ça crée autre chose. Alors, pour finir rapidement, quelle est l'attitude à avoir? Je reste toujours sur ce cas pratique-là. Est-ce qu'il faut signaler? Est-ce qu'il faut dénoncer? Qu'est-ce que je fais? Je passe tranquillement lorsque je fais face à des fausses informations, à un lynchage, ou est-ce que je réagis autrement? Très rapidement. Très rapidement, on peut critiquer, on peut débattre, mais contester. Mais insulter, humilier, on ne doit pas le faire. Et comme je le dis, les partis politiques n'ont pas vraiment la possibilité, n'ont pas le temps de venir chercher qui est en train de dire du faux ou pas. Donc, merci. Le gouvernement est là, le Centre national d'investigation est là et on va faire le travail. En tout cas, je retiens que face à, je ne vais pas dire l'adversaire, à un lynchage ou à des fausses informations, il ne faut pas s'agiter. Il faut rétablir les choses dans leur contexte, tout en demeurant poli, n'est-ce pas, pour éviter de tomber sous le coup de la loi. C'était un plaisir de vous avoir, Marvin, avec moi ce matin. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève ce numéro de votre émission Bonjour le Bénin. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.